Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble si nous pourrons voir prochainement émerger un ETF Bitcoin spot pour les investisseurs particuliers. Nous en parlerons avec Paul Bourseret, directeur des opérations commerciales chez CoinHouse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine où nous reviendrons sur les propositions du Conseil supérieur du notariat au gouvernement pour réformer les donations. Nous en parlerons avec Laurence Leguil, vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons avec Jérôme Brussac, fondateur de LEA Finance, sur la préparation de sa retraite avec un temps de travail qui s'allonge. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Va-t-on voir arriver des ETF Bitcoin spot sur lesquels les investisseurs particuliers pourront investir? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Bourseret. Bonjour Paul Bourseret. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur des opérations commerciales chez CoinHouse. Et alors si on se pose la question aujourd'hui de savoir si on va voir prochainement des ETF Bitcoin spot, le mot est important, on va y revenir donc à disposition des investisseurs particuliers. C'est que BlackRock, quand même spécialiste des ETF, a fait une demande en ce sens auprès de la SEC. Et vous allez nous expliquer tout ça, mais un feuilleton juridique montre que la SEC pourrait être amenée à revoir sa position vis-à-vis des véhicules d'investissement en matière de Bitcoin. Tout d'abord, on va redéfinir, on parle d'ETF Bitcoin spot. Puisqu'il existe des ETF Bitcoin, mais pas spot justement. Alors effectivement, c'est tout le sujet de la rentrée par rapport à ces deux grandes nouvelles. Un ETF spot par rapport à un ETF synthétique et donc basé sur du futur, c'est évidemment ce qu'il y a en sous-jacent. Bien sûr. Aujourd'hui, on a pléthore d'ETF autour de Bitcoin, mais avec comme sous-jacent des contrats à terme. Et donc, vous n'avez pas véritablement le Bitcoin en custody chez les émetteurs de ces véhicules. Donc des ETF qui ont eux-mêmes en sous-jacent des produits financiers qui ont comme sous-jacent le Bitcoin, mais il n'y a pas de sous-jacent directement Bitcoin. Exactement, il y a même un ETF en France qui, lui, est basé sur des entreprises qui sont exposées à de la crypto, mais pas vraiment du Bitcoin. Bien sûr, des entreprises de minage, des entreprises qui ont de la crypto au bilan, etc. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'investir sur un ETF qui est directement lié à la fluctuation de valeur du Bitcoin, Bitcoin. Il y en a eu un premier cet été en Europe, pour une fois. L'Europe a toujours été d'ailleurs assez novateur sur ce genre de sujet, donc c'est un premier pas. Là, le véritable sujet, c'est BlackRock. Est-ce que BlackRock va le lancer, puisque c'est quand même le premier, l'un des plus gros gestionnaires de fonds mondial, et donc le fait d'avoir le tampon BlackRock changerait énormément la donne. Alors on a vu effectivement la SEC qui pouvait être plutôt frileuse sur le sujet, notamment dans l'affaire avec Grayscale. On va revenir sur le fait que la justice est revenue même sur la décision de la SEC. Quand on voit que BlackRock va sur ce sujet, est-ce qu'on peut se dire que globalement ça prouve qu'on va vers un pas de plus en matière d'ETF Bitcoin spot? Complètement, surtout que BlackRock est quand même très connu pour avoir des positions, enfin anciennement eu pas mal de positions assez réfractaires par rapport aux cryptoactifs, donc c'est un vrai changement dans leur politique. Et le fait qu'ils y aillent avec notamment un Coinbase, ça montre que le dossier est quand même assez bien ficelé. Il faut savoir que BlackRock, dans l'histoire, a créé 575 ETF, il n'y a eu qu'un seul refus. D'accord. Donc s'ils y vont, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ça voit le jour. Il y a peut-être un risque d'avoir un deuxième refus, mais globalement, on peut se dire que le dossier est suffisamment ficelé pour que ça aille au bout de la procédure. Exactement, c'est ce que l'on croit. La SEC pourrait tout de même émettre un refus. Elle l'a déjà fait vis-à-vis d'un ETF donc, émis par Grayscale, sauf que là, la justice derrière a été saisie par Grayscale, qui a donné tort quelque part à la SEC. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser Grayscale à sortir son ETF, mais on voit que les choses bougent un petit peu quand même. Et alors, c'est deux choses assez différentes. Grayscale n'a pas demandé la création d'un ETF spot, elle a demandé la transformation d'un fonds qu'elle a historiquement, qui s'appelle le fonds Trust, qui émet du GBTC et qui a été créé en 2013, vers un fonds ETF
spot. Et donc ça demande une transformation. Et effectivement, la SEC a été, a regardé de nombreuses fois ce dossier et n'était pas d'accord. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines où elle a fait le pas, parce que le principal argument qui était mis en avant, c'était le fait que des acteurs pouvaient manipuler le cours du Bitcoin, bien sûr. Simplement. Or, le fait d'avoir lancé des ETF sur du futur, ça rend l'argument directement caduc. Et donc, aujourd'hui, le régulateur américain a donné justice pour Grayscale. Alors, donc, du coup, la justice, effectivement, a remis en cause le refus de la SEC. Est-ce que ça veut dire que demain, on va voir Grayscale potentiellement sortir son ETF Bitcoin Spot ? On va voir. La réponse est dans quelques semaines. Ça a été redécalé. D'accord. Ce qui explique aussi les hauts et bas sur le cours du Bitcoin au cours de ces dernières semaines. Mais on l'espère. Et les prochaines semaines seront décisives par rapport à ça. Donc, pour bien préciser, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on soit bien au fait de ce qui s'est passé, donc il y a eu ce refus de la SEC, refus lui-même contredit par la justice américaine, et il n'y a pas eu de nouveaux pas de la SEC pour le moment qui viendrait valider ou non la création de cet ETF. Elle a pris note du refus et elle a pris note de la décision de justice et elle rendra son jugement dans les prochaines semaines. Donc à suivre effectivement pour voir si un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour. Chez CoinHouse, comment est-ce que vous regardez ces feuilletons judiciaires ou ces initiatives ? Est-ce que vous avez l'espoir ou la conviction qu'on va voir demain des ETF Bitcoin Spot voir le jour ? Alors, nous, ça nous intéresse énormément pour la simple et bonne raison qu'on accompagne 2000 entreprises et plus d'une centaine de milliers de clients. Et le sujet majeur qu'ils ont, c'est comment je fais pour détenir mes cryptos. C'est un frein, en fait, à l'adoption. D'accord. Et le fait de sortir cet actif sous format ETF, et donc qui correspond aux habitudes de nos clients investisseurs, ça leur permettra d'avoir une nouvelle poche, ou en tout cas d'avoir une ouverture pour pouvoir s'exposer à ces cryptos-là sans forcément les convertir. Quand vous êtes un groupe du CAC 40 ou une grosse société, une ETI, une PME, le fait d'avoir des crypto-actifs et le fait de devoir les conserver, et donc du coup d'avoir toute la sécurité autour pour pouvoir les conserver, c'est quelque chose qui peut faire peur. D'accord. Malgré les technologies qui existent aujourd'hui, le fait pour une entreprise de détenir un wallet, par exemple, c'est quelque chose qui fait encore peur au sein d'un certain nombre d'entreprises ? Effectivement, c'est quelque chose qui peut encore faire peur. Et donc, l'arrivée d'un ETF rentrera en fait dans les habitudes classiques de ces gens-là et donc, du coup, permettra une meilleure pénétration des cryptoactifs dans l'écosystème, quoi. Ça va viser qui, si jamais demain, effectivement, ça voit le jour ? C'est des investisseurs déjà investis en Bitcoin qui pourraient diversifier les manières d'être investis ou au contraire, une manière d'aller toucher un public plus large par un outil financier plus traditionnel et connu des investisseurs ? Alors honnêtement, je pense que ça va toucher des gens qui ne sont pas encore actuellement dans les cryptoactifs. Tout simplement parce que il y a une réponse c'est une réponse à une problématique, mais qui n'apporte pas toutes les solutions que les cryptos ont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos, vous ne pouvez pas les utiliser, il n'y a absolument aucun applicatif quand vous avez un ETF. Et donc, je pense que c'est... Oui, vous êtes juste sujet aux variations de cours, effectivement, du sous-jacent, et vous pouvez être exposé aux variations de cours, mais vous ne détenez pas les crypto-monnaies. Voilà, donc ça va être une approche beaucoup plus pour institutionnels qui souhaitent proposer à des clients, donc un portefeuille et une stratégie de portefeuille un peu plus agressive, mais ça ne touchera pas notre public, nous, que l'on a depuis maintenant 5 ans, qui est le client qui souhaite disposer de ses cryptos et les utiliser au jour le jour. Est-ce qu'on peut espérer, d'ici la fin de l'année, avoir un peu plus d'éléments pour savoir si un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour ? Est-ce qu'on a des informations sur un éventuel calendrier ? Alors, la SEC a promis une réponse mi-octobre. J'espère qu'on l'aura d'ici là. Écoutez, je serais ravi de revenir vous voir pour en parler. Eh ben, on en reparlera effectivement quand la SEC aura donné un petit peu plus d'éléments. Merci beaucoup, en tout cas, Paul Bourseret, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations commerciales chez CoinHouse. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur les propositions qui ont été transmises par le Conseil supérieur du notariat au gouvernement pour réformer les donations. Nous allons tout de suite en parler avec Laurence Leguil. Bonjour Laurence Leguil.
Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Le Conseil supérieur du notariat qui a donc transmis fin juillet 9 propositions pour réformer les donations au gouvernement. Avant qu'on les regarde un petit peu dans le détail et qu'on essaye de comprendre comment améliorer ce mécanisme de donation, pourquoi des propositions de réforme? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans les donations telles qu'on les connaît actuellement? C'est tout à fait ça. En fait, on est parti d'un constat un petit peu de ce qui se passait dans nos études. Puisque avec nos 8000 points d'accueil dans toute la France, on a quand même à peu près 25 millions de Français qui viennent nous voir tous les ans dans les Bien sûr, avec leurs problématiques propres. Donc on a un vrai ressenti. On peut dire qu'on prend un peu le pouls de l'application des lois et des textes dans nos études avec les citoyens, avec nos concitoyens. Et on s'est rendu compte qu'on faisait peu de donations. On a fait aussi une enquête auprès de toutes les études de France, qu'on a en fait activé un réseau, et on leur demandait en fait combien de donations ils faisaient et quelles étaient les caractéristiques des donations. On n'a pas eu de surprise particulièrement sur les résultats, mais on s'est rendu compte qu'il y avait peu de donations qui se faisaient par an, par étude. Une moyenne de 30 à peu près par étude. Sur toute la France ? Toute la France. D'accord. Donc, ce qui est peu en fait au final, quand on sait que le patrimoine des Français, il est beaucoup en propriété quand même. Donc bien sûr, c'est assez peu. Et puis on s'est rendu compte aussi que c'était quand même beaucoup les retraités. On était assez âgés quand on commençait à faire des donations, et on était même assez âgés quand on commençait à recevoir les donations. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une forme un peu d'enrayement. C'était un peu bien sûr, voilà, sur on va dire, la volonté des Français de vouloir faire des donations. On a constaté que ça ne fonctionnait pas bien, puisqu'en fait, le capital ne circulait pas de manière optimum. D'accord, pas suffisamment rapidement. Ou suffisamment tôt. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire, avant d'aller sur les propositions, que c'est peut-être un problème de pédagogie aussi, et qu'on s'intéresse peut-être trop tard au sujet transmission et succession? Il y a un peu de ça, mais pas que. On se rend compte, quand on reçoit les clients dans les études, qui viennent nous voir pour faire les donations, en fait, leur préoccupation, elle est essentiellement fiscale. D'accord. C'est très drôle, en fait, quand vous avez des parents qui viennent nous voir en disant, voilà, je veux donner à mes enfants, combien j'ai le droit de donner? En fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on veut donner, mis à part l'aspect civil avec les enfants ou autres. Mais il n'y a pas de limite. Mais comme on a des abattements fiscaux qui sont bien sûr plafonnés, le citoyen français, lui, il se dit, je ne peux pas aller au-delà. D'accord. L'abattement fiscal est considéré comme la limite de la donation qu'on peut effectuer. D'accord. Et donc, ça n'incite pas, en fait, et on s'est rendu compte que la politique fiscale, ce qu'on a aujourd'hui en termes de fiscalité, n'incitait pas particulièrement les Français à donner. Donc, les Français estiment que les donations sont plus encadrées que ce qu'elles ne sont réellement, finalement? Peut-être, en tout cas d'un point de vue fiscal, oui. Et alors, comment on pourrait faciliter les donations dans un contexte en plus où effectivement on vit de plus en plus longtemps? Parfois, les donations arrivent entre personnes qui ont déjà tous les deux suffisamment, entre générations qui ont déjà suffisamment avancé dans la vie et ne sont pas forcément celles qui ont le plus besoin. Comment est-ce qu'on adapte ces donations à l'heure actuelle? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'adaptation au niveau fiscal, en effet, avec les abattements qui ne sont peut-être pas assez larges ou qui ne sont pas ouverts à toutes les catégories de personnes qui reçoivent. On a par exemple, je vous donne un exemple tout simple, entre enfants et petits-enfants, on n'a pas le même abattement fiscal. Bien sûr, oui. On est un grand-parent, on veut donner non pas à son enfant qui est déjà installé dans la vie, mais à son petit-enfant, et on n'a pas du tout le même abattement. Donc civilement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais fiscalement, c'est resté un petit peu cantonné. Donc ça n'incite pas, puisque très rapidement, on se retrouve avec des patrimoines ou des biens qui sont taxés. Donc les Français sont un peu bloqués. Bien sûr. Et donc il faudrait, par exemple, augmenter cet abattement quand on transmet, quand on saute une génération, par exemple. Une génération. C'est une des propositions qu'on a formulées dans les 9 qu'on a mises dans le rapport sur les propositions. Donc il y avait ça, c'est de pouvoir permettre ce saut de génération aux petits-enfants. C'était aussi de rendre une certaine cohérence en fait, aux donations, notamment de sommes d'argent. Le système qui existe aujourd'hui est un système qui est plutôt intéressant, mais qui n'est pas assez ouvert. C'est-à-dire que vous allez avoir le droit de donner à des petits-enfants qui sont majeurs, bien sûr, avec un abattement particulier, mais vos petits-enfants qui sont mineurs n'ont pas le même abattement. D'accord. Donc ça va être compliqué si vous avez un grand-parent, vous avez une grand-mère qui a 6 petits-enfants, dont un seul est majeur. Comment vous allez expliquer qu'il y en a un qui bénéficie d'un abattement différent des autres, alors que finalement on donne la même chose et qu'ils ont tous la qualité de petit enfant? Oui, et puis on peut imaginer effectivement, quand on est dans le cas concret, effectivement, de ce que vous évoquiez tout à l'heure, à partir du moment où le sujet est géré, de ne pas devoir le regérer en fonction des majorités des petits-enfants successivement. On échelonne un petit peu les donations, mais ce n'est pas le souhait des gens qui donnent. Quand les gens viennent nous passer la porte des études pour donner, ils ont décidé de donner maintenant. Bien sûr. Ils ne se revoient pas venir tous les 3-4 ans pour donner à l'un ou à l'autre.
Et donc là, le sujet, ce serait donc d'uniformiser finalement les abattements, que ce soit donc parents ou grands-parents, et en plus en fonction de l'âge des enfants. Les adapter, en tout cas, les rendre un petit peu plus cohérents par rapport surtout à la composition des familles et aux souhaits des grands-parents et des petits-enfants. Alors ça, c'est effectivement pour les sujets intergénérationnels. Parmi les autres propositions de réforme, il y a des sujets fiscaux, évidemment. Oui. Toujours. Alors, il y a plusieurs propositions qui ont été faites, notamment sur une augmentation de certains abattements. Il y a aussi des baisses de fiscalité qu'on propose, qui existaient d'ailleurs avant 2011, sur l'ensemble des biens que l'on pouvait donner. C'est-à-dire, quand vous donniez à un certain âge des biens, notamment en pleine propriété, vous aviez une réduction des droits de mutation que vous payez au moment de la donation. Aujourd'hui, depuis 2011, c'est uniquement réservé aux transmissions d'entreprises. Or, on s'était rendu compte qu'avant 2011, les parents, les grands-parents en profitaient pour donner davantage de biens grâce à cette mesure un peu incitative. Donc le capital était transmis avant le décès. Exactement. Donc, ce serait peut-être bien, en effet, de réfléchir à ce qu'on revienne un petit peu à ce qui se passait en 2011 pour qu'on rajoute des biens dans ces biens qui sont donnés et qui bénéficient d'une réduction de droits. Et alors pourquoi depuis 2011, effectivement, on a vu un retour en arrière sur ce sujet, si je peux m'exprimer ainsi Ça, c'est le choix de la politique fiscale qui nous appartient pas, mais en tout cas, nous, on est là pour faire remonter un petit peu le ressenti de ce qui se passe dans nos études. Et on sent bien que les donateurs, donc ceux qui donnent, sont un peu gênés Bien sûr. tournure. Et donc ils ne donnent plus, entre guillemets, ils font moins de donations sur... Ils donnent beaucoup moins, oui. En tout cas, soit ils donnent pas du tout, parce qu'ils sont un peu découragés par la fiscalité, ou soit ils donnent moins. Et donc on arrive avec finalement une volonté un petit peu tronquée de ce qui devait être fait au départ. Et c'est un peu frustrant même pour le citoyen. Une autre proposition du Conseil supérieur du notariat, c'est évidemment cet abattement qui existe aujourd'hui en fonction du lien de parenté. Plus on s'éloigne en matière de lien de parenté, plus ça coûte cher, voire très cher de faire une donation. Ah oui, si je veux vous donner quelque chose à vous, par exemple Nicolas, ça coûtera, mais surtout ça coûtera 60% d'impôt sur la valeur du bien que je vous donnerai. Donc, parce que l'administration fiscale touchera plus que la personne à qui on a fait une donation. Oui. Donc ça, c'est la politique fiscale actuelle. Et nous, une des propositions qu'on a formulée, qui est la première, c'est pourquoi pas d'imaginer un abattement qui existerait, qui serait complètement indépendant, un abattement un petit peu seul, qui existerait entre personnes non parentes, qui permettrait de donner un bien en particulier. Et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas donner à quelqu'un qui n'est pas son parent et fiscalement de bénéficier de quelque chose. Sachant que ça rebondit sur une autre des propositions que vous avez faites, c'est les familles recomposées, où là, pour le coup, sans lien de parenté génétique, on peut avoir des vies passées ensemble et volonté de transmettre, où là, c'est plus compliqué à l'heure actuelle. Plus compliqué que ça. Alors, civilement, c'est pareil, c'est pas complètement parfait, mais alors fiscalement, vous n'avez rien, en fait, qui vous organise la transmission à vos beaux-enfants ou aux enfants que vous avez même élevés, en général, parce qu'on sait bien que les familles recomposées, aujourd'hui, on en a beaucoup, ça fait partie du paysage français, et elles ne sont pas moins légitimes à recevoir des biens, notamment les enfants. Et donc, si vous voulez donner à un enfant qui n'est pas le vôtre, mais que vous avez élevé, que vous accompagnez dans ses études, il vous en coûtera, pareil, 60% d'impôt pour les droits de mutation. Alors que si on avait une mesure, parce que c'est l'enfant de votre conjoint avec qui vous vivez, avec qui vous avez élevé, bien sûr, ça pourrait inciter aussi à transmettre à des générations un petit peu plus larges. Alors, donc, je pense qu'on a fait le tour des propositions du Conseil supérieur du notariat en matière de fiscalité et notamment de vie familiale. Il y a une proposition également que vous faites, c'est une exonération de droits de mutation pour les rénovations. Alors là, c'est un sujet effectivement qu'on traite régulièrement dans Smart Patrimoine sur ces montants, effectivement, quand il s'agit de faire de la rénovation énergétique. Qu'est-ce que ça permettrait justement d'avoir cette exonération lorsqu'on fait ces travaux de rénovation? En fait, c'est ce qui nous est remonté un petit peu du constat qu'on a fait dans les études, c'est que donc, bien sûr, le régime des donations, que ce soit fiscal ou autre, d'ailleurs, n'est plus vraiment adapté aux réalités sociologiques, on l'a vu, mais aussi au mouvement un petit peu de transition auquel on assiste, notamment la transition climatique et énergétique. Et on assiste aussi à des biens qui restent bloqués, des maisons, des appartements, qui ne sont pas rénovés, qui sont mal classés au niveau de la performance énergétique. Vous savez, le bas du tableau en F et G. Bien sûr, et ces biens-là, on ne s'en occupe plus, on ne les donne pas, puisque ça coûte trop cher à rénover et ça peut coûter cher à donner aussi. C'est intéressant parce que on le traite souvent dans l'émission Smart Patrimoine, mais plutôt sur le sujet, ça coûte cher à rénover, mais on n'a pas envie de les vendre non plus, donc on ne sait pas quoi en faire. Mais effectivement, même dans un cadre de succession, c'est presque un cadeau empoisonné que d'aller le donner, que ce soit pour le donateur ou la personne qui va le recevoir. Oui, parce que vous avez déjà peut-être payé donc une fiscalité quand vous l'avez reçu. Et après, il faudra aussi que vous prévoyiez de l'argent pour le rénover. D'accord. Donc déjà, si on avait peut-être justement la disparition de la fiscalité pour l'avoir reçu, vous consacrerez plus d'argent dans la rénovation, vous améliorez l'habitat
Et vous pouvez après, en effet, soit l'occuper ou le louer. On a émis plusieurs propositions, les contours de la proposition, mais c'est vraiment l'esprit, en fait, de pouvoir inciter les gens à donner des biens pour les rénover. Donc ça veut dire qu'on donnerait le bien mal classé, entre guillemets, classé F ou G, voilà. Et il y aurait une exonération sous réserve, évidemment, rénovation de l'autre côté énergétique du bien. Tout à fait. Ouais. Bon bah, espérons, parce que ça, effectivement, il y a peut-être un certain nombre de propriétaires qui pourraient être intéressés par une proposition comme celle-là. Pareil lorsque l'on veut donner des sociétés, alors là, spécifiquement à vocation écologique, vous proposez d'affiner quelque part ou de faciliter la fiscalité? En fait, la proposition dont vous parlez est un peu complémentaire à la précédente. Donc, on est toujours un petit peu dans la transition écologique et l'amélioration énergétique. Là, on était sur des biens immobiliers avant que l'on donnait. Là, on serait plus sur des sommes d'argent que vous pourriez en effet investir dans des sociétés à vocation écologique ou autres aussi. On n'a pas cantonné ça uniquement à vocation écologique, mais c'est pour permettre en effet à ce que l'argent circule et aille dans des domaines où il faut investir. Que le fléchage effectivement vers une transition écologique se fasse aussi par une fiscalité avantageuse en matière de donation. Il y a très rapidement, il nous reste quelques secondes, il y a une proposition dont on n'a pas parlé, c'est la création d'un compte pour financer la dépendance ou la vulnérabilité d'un proche aussi. Voilà. Ça nous paraît important. En fait, c'est une proposition qu'on porte déjà depuis une dizaine d'années. Ça nous paraît important de mettre en place une solidarité familiale. Donc ça permettrait aussi d'aider la personne, ça peut être une personne âgée, une personne vulnérable, par le biais de la famille. C'est-à-dire qu'on va substituer, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup l'État qui s'occupe de la personne en vulnérabilité, et c'est bien que ce soit aussi à la famille de le faire, donc de permettre un cadre avec ce compte familial, on l'a appelé compte familial un petit peu, voilà, il fait bien lui trouver un nom, dans lequel on substituerait la solidarité familiale à celle nationale. Et rapidement, Laurence Le Guil, est-ce qu'on a une idée de prise de parole du gouvernement sur le sujet, de réaction à ces propositions, ou pour l'instant, il n'y a pas de calendrier défini? Non, il n'y a pas de calendrier défini. On a envoyé notre rapport, on est à la disposition du gouvernement à ce sujet-là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Jérôme Russac, fondateur de L&A Finance. Bonjour Jérôme Russac. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine et plus spécifiquement dans l'œil du CGP. Ce que vous scrutez justement, vous Jérôme Russac, aujourd'hui, c'est la préparation de sa retraite avec un temps de travail qui s'allonge depuis la réforme des retraites. Exactement. Le constat que nous faisons, nous professionnels, et qui vient s'inscrire dans la durée, c'est un désengagement de l'État. Ouais. Et les clients auxquels on s'adresse, on va dire, la classe moyenne et la classe supérieure, aujourd'hui sont pris dans une espèce de tenaille. C'est un sujet qu'on développe depuis un certain nombre d'années, ce qui veut dire que soit ils cotisent de plus en plus, soit on leur prend plus de temps, ce qui est le sujet de la retraite, mais ils ont accès à de moins en moins de prestations sociales, et là c'est moins de retraite. Donc on est dans une société à l'anglo-saxonne, où il va falloir se prendre en main et en tout cas avoir cette prise de conscience sur ces sujets de retraite notamment. Donc ce sujet réforme des retraites, on doit l'interpréter aussi comme il faut que je pense plus spécifiquement à ma retraite un petit peu plus encore qu'avant, c'est ça? Ah oui, clairement, il faut que je m'organise, il faut que je prenne conscience que c'est à moi de faire les choses. Clairement, si je reste dans le cas de figure où je me dis que je vais aller jusqu'à l'âge légal, 64, peut-être même un peu plus, parce qu'on entend des sujets jusqu'à 65, 67, ça veut dire qu'il faut que je trouve les moyens et les relais pour créer du patrimoine et créer des rentes complémentaires, ou même si je rentre dans une autre stratégie de me dire, tiens, ici, je m'arrêtais quoi qui se passe à 60 ans, que je mette en place un certain nombre de réflexions et de stratégies. Depuis le 1er septembre, donc, on a vu un certain nombre de décrets publiés au journal officiel. L'âge légal augmente pour passer progressivement de 62 à 64 ans. Est-ce que 2 ans de plus à cotiser, c'est 2 ans de perdu, entre guillemets? Alors non, non. Alors on peut le voir de différentes manières. Effectivement, c'est 2 ans de plus. Nous, on va le voir du côté patrimonial. Et on voit 2 enjeux qui sont intéressants. Pour tout le monde, on va dire, ça nous donne 2 ans de plus pour épargner, mettre de l'argent de côté, donc avoir plus de patrimoine au sens large. Et ça va remettre aussi en selle les 45-50 ans qui viennent nous voir et qui se sont peu inquiétés de ces sujets puisqu'ils sont protégés par l'État. Ça leur donne 2 ans de plus. Du coup, ça les crédibilise notamment auprès des établissements financiers, les banques, pour peut-être aller faire du crédit, voire même de l'immobilier. Donc c'est effectivement quand on a commencé à s'intéresser un peu trop tard à sa retraite, finalement la réforme des retraites vient vous donner une toute petite bouffée d'air sur le sujet. C'est comme ça qu'il faut le voir. Exactement.
Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Il faut, dans ce genre de sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, établir une stratégie, un plan, des réflexions. Et c'est là où nous, les CGP, on intervient un peu auprès des particuliers, comme l'expert comptable et aux entreprises, pour réfléchir avec eux, faire ce qu'on appelle un bilan retraite, et calculer avec eux la rente auquel ils vont avoir, la pension auquel ils vont être exigibles, et puis faire des simulations chiffrées, essayer de les projeter dans un avenir moyen ou lointain et travailler avec eux sur ces sujets. J'imagine qu'on vous pose la question tout le temps et qu'il n'y a pas de réponse idéale, mais sur quoi j'investis pour préparer ma retraite, Jérôme Brussac? C'est un sujet vaste, vous l'évoquez quasiment quotidiennement sur ce plateau. Nous, on a accès à une palette d'outils qu'il faut utiliser, il faut diversifier. Je vais parler rapidement mais de l'assurance vie, de l'immobilier locatif, que ce soit sous forme directe ou sous forme de SCPI. On parle beaucoup depuis 3 ou 4 ans du PER avec un vrai effet fiscal, un effet de levier fiscal qui rencontre un vrai succès. Donc ça, c'est des sujets très importants. Il faut donc, pour préparer sa retraite, commencer par prendre rendez-vous avec son conseiller en gestion de patrimoine. C'est ce que vous nous dites quelque part, c'est ce que je comprends. En fait, il faut avoir une prise de conscience. C'est ça le début de la stratégie. Après, effectivement, rencontrer un professionnel. Il faut surtout, en cette rentrée, ne pas tomber dans le piège du court terme, se dire, oh là là, l'inflation, oh là là, l'immobilier, etc. Et mépriser son avenir, mépriser sa situation Bien sûr, lointaine. Et donc, se tourner vers un professionnel qui va pouvoir nous accompagner sur tous ces sujets. Et réfléchir un petit peu long terme, à son propre long terme, au jour où effectivement on aura besoin de récolter les fruits des investissements qu'on aura fait pour sa retraite. Exactement, et pas tomber dans un certain nombre de choix à faire futurs que nous, on rencontre au quotidien de gens qui se disent, du coup, je n'ai pas assez cotisé ou je n'aurai pas la retraite à laquelle je prétends, et faire des choix sur ces inscriptions à ces clubs de sport, sur ces loisirs, ces restaurants, etc. Donc des choix un peu durs. Merci beaucoup Jérôme Brussac d'être venu sur le plateau donc, de Smart Patrimoine dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur de L&A Finance. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.